Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien Bloom Time consacré comme d'habitude aux réflexions sur l'art de vivre. Et nous avons la grande joie de recevoir aujourd'hui Elsa Greyter. Elsa Greyter qui est violoniste avec une réputation française et internationale. Je crois que vous jouez même à la Philharmonie de Berlin, si j'ai bien vu. Voilà. Et puis vous avez déjà produit 5 albums, réalisé 5 albums, je crois, voilà, dont le dernier est consacré à Maurice Ravel, à l'intégrale des duos pour violon et piano. Voilà. Et voilà que par ailleurs, au-delà de ce talent musical, vous vous intéressez aussi à la manière dont les gens vivent un petit peu. Et vous avez notamment appelé à réfléchir au jardin de lumière dans un texte qui pourrait au fond être engendré par la musique. Voilà, donc on peut entrer directement dans le vif du sujet, je crois. Elsa Greyter, d'après vous, en quoi cette musique peut nous conduire à des jardins de lumière dans des vies qui sont souvent difficiles, partagées, mouvementées, surtout dans les circonstances actuelles. On voit beaucoup de gens qui sont malheureux, qui souffrent, qui n'arrivent pas à se retrouver eux-mêmes. En quoi la musique, et peut-être la musique que vous interprétez en particulier, peut être utile dans la vie des gens, à votre avis? Bonjour. Eh bien oui, c'est une vraie question essentielle de nos jours, je pense. Donc, j'avais écrit ce petit texte en référence à l'adagio du concerto en sol pour piano de Maurice Ravel, qu'on a enregistré récemment, que j'ai enregistré avec David Lively, dans un arrangement, puisque à la base c'est pour piano et orchestre, un arrangement pour violon et piano qui a été réalisé par un ami de Ravel, donc il y a une belle histoire d'amitié en plus, Gustave Samazeuil. Et donc cette œuvre, c'est vrai, cet adagio est une des œuvres les plus profondes qui soit. Elle fait vraiment, elle est d'une extrême pureté. Et pour moi, donc j'avais marqué puissions-nous faire de nos vies, je crois, des jardins de lumière, parce que cette musique porte énormément de lumière en elle, beaucoup de paix. Elle pousse à tout de suite, déjà elle est hors du temps. Donc elle nous pousse à entrer en nous-mêmes, à une introspection. Elle nous pousse à chercher le beau. Et je pense que la musique, dans la plupart de ses œuvres, nous pousse vraiment à s'ouvrir au beau, à tout ce qui est créatif, aussi à rechercher, à rester en contact, en tout cas avec notre enfant intérieur, en fait, nos capacités nos âmes d'enfant, nos capacités à nous émerveiller, qu'on perd un peu en ce moment, et à créer. Je pense qu'on ne rêve plus assez, et je pense qu'un homme ou une femme qui ne rêve plus subit sa vie. Ah, c'est magnifique. Oui, alors c'est ce que disait Glenn Gould, parce que j'ai 2 citations de Glenn. Vous parlez comme Glenn Gould. Glenn Gould disait, oui, une première citation de Glenn Gould qui disait « Les gens vont au concert parce que ça avive leurs souvenirs d'enfance ». Et il ajoutait, bon, c'était un peu moins gentil, il ajoutait, les gens en réalité ne connaissent pas grand-chose à la musique, mais ça éveille des souvenirs d'enfance. Et par ailleurs, Glenn Gould disait aussi « L'objectif de l'art, c'est de construire sur la durée d'une vie un état d'émerveillement et aussi de sérénité ». Donc c'est ça que vous dites, c'est une musique qui permet dans la durée de la vie à la fois de retrouver des souvenirs heureux, on imagine, et puis aussi de s'émerveiller dans un monde où on s'émerveille de moins en moins peut-être. Exactement. Alors la musique, c'est pas non plus que des souvenirs heureux, je pense que c'est aussi une catharsis, un moyen d'exprimer toutes les émotions humaines. D'ailleurs, c'est peut-être la définition de la musique, enfin il y en a, elles sont multiples, mais c'est vraiment la capacité d'exprimer des émotions qui sont communes à l'humanité entière et qui ont traversé les siècles. Donc c'est vraiment d'exprimer tout, que ce soit la joie, la paix, mais aussi la colère. On s'exprime et on lâche prise aussi par la musique. Et effectivement, beaucoup ce retour à l'enfance, dans Maurice Ravel, je trouve en particulier, il est pour moi comme un ami intime, quelque chose qui nous relie à nous-mêmes. C'est un voyage intérieur. Je pense que la musique, c'est à la fois, pour moi, quelque chose qui, de par sa pratique et aussi par son écoute, ce qui nous relie à nous-mêmes. La première chose, c'est d'être bien avec soi, pour pouvoir être relié aux autres après. À la fois être bien avec soi de soi et qui va vers l'extérieur, pour le partager.
Et aussi catharsis de ce qui ne va pas bien. Les deux, en fait, dans ce que vous dites, il y a les deux. Exactement. Oui. Alors, comme on a préparé beaucoup ça, alors on a une autre citation, ce sera peut-être la dernière, hein, ne vous inquiétez pas, de Pablo Casals, le violoncelliste espagnol, qui lui dit, là, c'est très beau, je trouve d'ailleurs, Pablo Casals disait « La musique console ceux qui pleurent ». Donc là, c'est le versant beaucoup plus sombre de la musique. C'est-à-dire, au fond, quand on a envie de pleurer, on est consolé par le violoncelle, en l'occurrence. Donc vous dites, c'est à la fois une consolation de ceux qui pleurent, mais aussi l'évocation d'une capacité à retrouver des choses positives et à les partager. Oui, c'est tout, puisque ça englobe tout le spectre des émotions humaines. Et d'ailleurs, on commence à faire beaucoup d'études depuis quelques années déjà sur les vertus thérapeutiques de la musique. Elle apaise les mots, que ce soit les mots physiques. Il y a beaucoup de gens, je le fais assez souvent aussi, aller jouer dans des hôpitaux pour aider à faire sortir les gens de leur douleur physique ou mentale. Il y a aussi beaucoup d'études qui sont menées par rapport aux vertus de la musique sur Alzheimer, avec la capacité pour des gens qui ont complètement perdu a priori la mémoire immédiate, mais qui retrouvent des musiques ou des chansons qu'ils ont jouées en étant jeunes. Donc ça va vraiment chercher très loin. Je pense que ça touche vraiment à quelque chose d'essentiel et qui nous dépasse. Il y a cette capacité de transcendance aussi, et notamment dans cet adagio de Ravel, pour en revenir à ça, mais dans beaucoup d'œuvres. Personnellement, pendant la période de Covid, j'ai énormément joué de Bach, Jean-Sébastien Bach, parce que je trouve qu'il y a une lumière dans sa musique, il y a une énergie, à la fois une paix profonde. Je pense qu'on est dans une société, encore plus depuis le Covid. Étonnamment, on sentait qu'on rentrait dans une période très particulière et on se disait que ça allait peut-être amener à une prise de conscience de ce qu'étaient les vrais, ou un retour à des vraies valeurs. Mais ça a encore accéléré des choses qui étaient déjà en marche, qui ne sont pas très positives, malheureusement. Une société encore plus individualiste, encore plus matérialiste et encore plus violente. Tout nous fait, enfin pas tout, il y a beaucoup de belles choses à côté, mais dont on parle moins, les médias parlent moins. Mais en fait, tout nous fait un peu nous fuir nous-mêmes, fuir le silence aussi. La musique est intimement liée au silence, même si ça paraît paradoxal. Mais c'est pareil, c'est que des choses qui nous transcendent et qui nous font revenir à nous-mêmes. Et je pense que c'est vraiment important de retrouver cette introspection pour pouvoir aller vers le monde et partager. Alors, pour en revenir aux valeurs de la musique aussi éducatives, qui ne sont pas du tout assez mises en valeur, je pense, de nos jours, parce que c'est vraiment essentiel, contrairement à ce qu'on nous a dit pendant le Covid. Mais tout ce qui découle de l'apprentissage de la musique, c'est énorme en fait, que ce soit la concentration, l'écoute, l'attention, après le partage avec les autres, ça implique le respect de l'autre, la générosité, beaucoup de choses, la joie, pour commencer par ça. Et est-ce que vous avez toujours senti cette liaison à l'instrument ou à la musique en général, ou c'était après que vous avez découvert une manière d'exprimer des choses qu'on ne peut pas dire avec les paroles normalement, voilà. Alors j'ai toujours, mes parents n'étaient pas du tout musiciens, mais grands mélomanes, donc il y avait toujours de la musique à la maison, essentiellement du classique, mais pas seulement, aussi des poèmes, de la chanson française, beaucoup Jacques Brel, belge. J'ai beaucoup appris d'ailleurs de son phrasé, beaucoup de poètes chantés par Léo Ferré, que ce soit Verlaine, Rimbaud, Aragon, donc tout un ferment un peu artistique et poétique. Et j'ai toujours, ça a toujours fait partie de ma vie. Et quand j'ai découvert le violon, j'ai tout de suite aimé le son de l'instrument et le fait que ce soit très très proche de la voix humaine. Et je pense que ça s'est rentré en vibration avec ce que je cherchais. Et puis aussi le fait que le violon soit très proche du corps, cette proximité qui devient un prolongement du corps, et puis qu'on puisse aussi l'emmener comme un ami partout avec nous. Voilà. Si vous avez choisi l'instrument. Oui, tout à fait. J'ai toujours adoré ça. Voilà. J'ai toujours voulu en faire mon métier, sans avoir conscience au départ de ce que ça impliquait, évidemment.
le travail énorme, constant, la recherche constante. Mais c'est ce que j'aime aussi, bien sûr. Et vous parlez de Jean-Sébastien Bach tout à l'heure, oui, vous avez interprété notamment cette chaconne de Bach au violon qui est magnifique, qu'on trouve sur YouTube pour les amateurs. Est-ce que vous diriez, est-ce qu'il y a un compositeur qui vous parle davantage, qui permet selon vous d'exprimer des émotions, de Ravel, de Bach? Est-ce qu'il y en a d'autres et pour des gens qui auraient besoin peut-être du secours de la musique, est-ce qu'il y a des compositeurs ou des œuvres en particulier que vous aimeriez mettre en avant, vous vous dites ça peut faire du bien aux gens, particulièrement cette musique-là, parce qu'elle vous parle à vous, et puis comme disait Victor Hugo, ce qui me parle à moi peut-être parle aux autres. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des œuvres dont vous vous dites, tiens, ce sont des œuvres à partager, peut-être pour que les gens se sentent mieux dans leur vie, au moins un moment, ça ne résoudra pas tout, mais enfin, ça peut être aussi des secours à certains moments de la vie. Est-ce qu'il y a des œuvres qui, pour vous tiennent particulièrement à cœur? Mis à part Bach, vraiment toute son œuvre, alors les sonates et partitas pour violoncelle, les suites pour violoncelle, les variations Goldberg pour piano, toutes ces œuvres chorales aussi, la Passion Saint-Matthieu, il y a vraiment cette transcendance et cette grande paix qui s'en dégage, une harmonie incroyable. L'œuvre de Schubert aussi, en général, qui est aussi d'une grande douceur, d'une grande tendresse, d'une grande humanité, que ce soit ses symphonies, ses quatuors, la fantaisie pour violon-piano, la fantaisie pour deux pianos, ses lieder, en particulier le cycle Le Voyage d'hiver, beaucoup de choses, et les symphonies de Beethoven, en particulier le mouvement lent de la 7e symphonie, la 5e symphonie, la 9e bien sûr avec l'Ode à la joie, l'hymne à la joie. Des concertos aussi, des concertos pour violon et orchestre de Beethoven, en particulier le mouvement lent, pareil, qui dégage une telle lumière, une telle paix, c'est vraiment un lien spirituel au sens large entre l'homme et quelque chose qui le dépasse et qui fait se sentir relié à tout ce qui est. À part ça, bien sûr, Brahms, les symphonies. Pour revenir à Beethoven, il y a aussi les merveilleux mouvements lents des concertos pour piano, les 4e et 5e concertos pour piano. Il y a aussi les quatuors de Beethoven, notamment les derniers, l'opus 132, l'adagio du milieu est absolument extraordinaire, pareil. Et j'aime beaucoup la musique française, elle apporte beaucoup de rêves, un esprit qui est toujours vivace, c'est très très vivant, que ce soit Ravel, que ce soit Debussy, des compositeurs aussi moins connus comme Pierné, Gabriel Fauré bien sûr, qu'on connaît très bien, qui sont si empreints de poésie et qui je trouve, rapporte vraiment à l'enfance. Un chant comme ça, une nostalgie, mais sans être triste en fait. Des moments qu'on apprécie, et ça fait du lien, c'est ça que vous dites aussi, c'est-à-dire que ça fait du lien avec les gens. Exactement. Encore une fois, je pense que si on est en paix avec soi-même, on peut être ouvert au monde qui nous entoure. Alors, ayant promis de ne plus faire de citations, je vais en faire quand même une autre, puisque Jacques Attali a dit il y a quelque temps d'ailleurs, notre époque ne fait plus de musique. Il parle de manière générale. Notre époque ne fait plus de musique, elle camoufle par du bruit. C'est le bruit qu'on trouve partout dans les télés, les médias, les réseaux sociaux, etc. Elle camoufle la solitude des femmes et des hommes, notre époque. Donc est-ce que vous diriez ça, qu'au fond, on est dans une époque où ce bruit ambiant est tellement fort, le bruit des médias, le bruit des réseaux sociaux, le bruit de paroles qui ne sont pas toujours très pertinentes. Est-ce qu'on est à ce point dans une époque, vous parliez tout à l'heure très justement des silences, où au fond on a perdu un petit peu le sens, parfois le goût de l'écoute, donc de l'attention qu'on peut accorder à des musiques telles que celles que vous venez de citer. Et est-ce que c'est l'un des problèmes peut-être de notre époque, un bruit excessif et au fond la nécessité peut-être de se retrouver presque, de se recueillir avec des musiques qu'on aime, pouvoir les écouter, pouvoir entendre ce que dit une musique, un silence. Est-ce qu'il y a là au fond peut-être un chemin d'espoir à travers ces musiques dans une époque qui est, on pourrait dire, à minima cacophonique, quoi, voilà. Tout à fait. Mais encore une fois, je pense que la musique est une voie de connaissance de soi. La musique ou l'art en général. Effectivement, on est à une époque où on meuble les silences et tout, on est constamment sollicité et ça, c'est une forme de violence aussi, puisqu'on l'a
à un moment donné, on l'a choisi plus, on l'a subi. Et d'où la nécessité d'une introspection, d'un retour à soi. Et comme je disais avant, la musique est vraiment liée au silence. C'est une forme de méditation quelque part. Vraiment de se laisser des espaces de silence, de ne pas être tout le temps dans le mental aussi. De se laisser du temps en fait pour de s'abandonner. Voilà, lâcher prise, voilà, s'abandonner, ressentir les choses, être à l'écoute de ses sensations. C'est en fait la musique, qu'on la pratique ou qu'on l'écoute, ça implique tout, le corps et l'esprit. C'est un art vraiment total. Et je pense que c'est nécessaire de ne pas se sentir coupable, de s'offrir le temps et de se planifier du temps pour soi. Vraiment, de retrouver, de se recentrer. Et ces œuvres-là permettent vraiment, pour certains, ils vont permettre de s'évader, d'autres de retrouver, d'exprimer ou de ressentir des choses qu'ils ont déjà ou qu'ils ont enfouies en eux. Ça dépend des œuvres, ça dépend des vies des gens. Chacun aura ses musiques qui lui feront du bien ou qui le feront pleurer, voilà, ça dépend des périodes de la vie. Je pense qu'on joue aussi différemment certaines œuvres au cours de la vie. Qu'est-ce que vous diriez, peut-être pour conclure, qu'est-ce que vous diriez à des enfants qui, pour une partie d'entre eux, sont loin des musiques, et en particulier de la musique classique, et qui, a fortiori, de plus en plus dans nos sociétés, là, ont du mal avec leur identité, avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils peuvent exprimer. J'ai lu que dès 5 ans, vous étiez amoureuse du violon. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin... bon, mais alors, ça paraît une sorte de miracle. Alors, comment fait-on aujourd'hui avec des enfants qui sont loin de tout ça? Comment fait-on pour leur donner envie? Parce que parfois, on essaye, et puis ça ne marche pas toujours. On a beaucoup d'enfants et d'adolescents qui ne sont pas bien, notamment depuis la période Covid. Voilà. Donc, comment fait-on pour réaliser ce miracle quand on est petit, de se dire, tiens, il y a là quelque chose qui est merveilleux. Vous disiez tout à l'heure, le violon, c'est le prolongement de la voix humaine, c'est très proche de la voix humaine. Mais d'où vient cette affection pour la musique, cette capacité à entendre la musique, et est-ce qu'on peut la partager avec des enfants? Et comment faire dans notre société actuelle? Est-ce que c'est possible, tout simplement? Bien sûr, évidemment, c'est absolument pas restrictif ou destiné à certains âges. C'est très important, justement, dans l'éducation, d'inclure et de donner plus de place à l'art, quel qu'il soit. Alors je pense évidemment, quand ça vient des familles, cette envie de partager ça, c'est idéal. Les écoles aussi, je pense qu'il y a déjà des choses qui sont faites, il y a aussi des actions d'orchestre à l'école après. Mais rien que d'emmener des enfants voir un concert ou aller au théâtre ou voir une exposition ou être dans la nature aussi, c'est extrêmement important. Tout ça participe d'un éveil à une sensibilité, une ouverture, une curiosité aussi. Et je pense que même si ça touche à un enfant, ou quand on va jouer dans des écoles, on est parfois très étonné. J'ai été en plein Covid, les concerts étaient annulés, mais il y a des actions scolaires qui ont été gardées entre 2 confinements. Et j'étais dans des petites écoles de campagne en Bourgogne. J'étais extrêmement étonnée et vraiment très très heureusement surprise par les questions des enfants en primaire. Des enfants qui étaient quand même donc en pleine campagne, mais plus proches de la nature que dans les villes, mais qui a priori avaient moins d'accès à des concerts, à des expositions. Et en fait, ils avaient des questions incroyables, d'une curiosité, d'une maturité et d'une profondeur. Vraiment, ils m'ont demandé ce que je ressentais quand je jouais. Et les enfants, ils avaient 6-7 ans. Quelles émotions, qu'est-ce que je pouvais ressentir, qu'est-ce que j'avais envie de donner. Et puis, ils avaient plein d'images. Je pense que ce soit... Je suis aussi professeure de violon en conservatoire, une partie de mon temps. Et on a une grande responsabilité dans l'éveil, dans l'éducation et la formation du futur adulte. Et donc, idéalement par la famille, sinon par l'école, par les actions qui sont organisées, qu'il faut multiplier dans les écoles pour aller vers les enfants. Est-ce que vous croyez que c'était dû que c'était des enfants connectés à la nature parce qu'ils avaient moins de stimuli? Je pense vraiment.
Ils étaient plus connectés à quelque chose d'essentiel, quelque chose de simple en fait. Ouais. Voilà, de terrien en fait, d'être dans la nature, de voir les arbres, les fleurs, les animaux, peut-être d'être plus dans un respect et connecté simplement au vivant qui nous entoure. On a tendance à regarder de haut, et alors qu'on en fait partout. On est d'ailleurs tout à fait dépendant, on s'en rend compte avec plein de choses, notamment le réchauffement climatique. On en est responsable aussi de tout ça. Donc je pense que c'est très important, encore une fois, de développer l'imaginaire et le rêve, de ne pas couper ce flot qui est souvent là à l'enfance et auquel on ne donne pas assez d'attention, parce qu'on met aussi, il y a des parents par facilité, c'est pas facile d'être parent, hein, je ne jette pas la pierre du tout, mais qui mettent les enfants parce qu'ils rentrent épuisés, surtout dans des grandes villes, il y a beaucoup de temps de trajet, c'est violent, enfin aux heures de pointe, c'est épuisant. Ils mettent les enfants devant des écrans. Je pense que ça devrait être interdit avant un certain âge, parce que ça lobotomise. En fait, on n'est plus du tout actif, on est passif devant ces choses-là. Du coup, je pense, les parents de ressortir des livres. Je remarque aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent plus, qui refusent de chanter, même en cours, même en conservatoire. Et pas que des adolescents, où ça pourrait être un peu une chaîne liée à l'adolescence. Bon, je les fais rire avec ça, j'aime mieux franchement, mais tu chantes bien sous ta douche, enfin le chant c'est la vie quand même, c'est la base. Et même des enfants tout jeunes, ils ne veulent plus chanter, il y a quelque chose de bloqué, et comme s'ils étaient déjà tributaires du regard de l'autre, je ne sais pas, il y a aussi beaucoup de choses, cette société si mercantile qui... Les enfants, ils arrivent à 6 ans et disent « Ah, j'ai des Ray-Ban, j'ai des machins, des trucs, des marques. » En fait, je ne sais pas, par justement cet apport de l'art sous toutes ses formes, et c'est ce retour à la nature, un peu, au moins une marche de temps en temps, même dans des parcs, dans des belles rues, que ce soit à Paris ou ailleurs, il y a toujours des merveilles à découvrir. Et la manière dont on les présente aussi, avec de l'imaginaire, c'est vraiment très important. Écoutez, merci beaucoup. C'est à la fois un éloge de l'éveil et un éloge de l'émerveillement. Et si on peut, dans la nature. Ça fait penser un peu au livre de Pascal Quignard, Tous les matins du monde. D'ailleurs, le film est très beau et peut aussi donner envie. Et face à une douleur, à la perte de quelqu'un, on a là une solution, l'une des hypothèses pour essayer de survivre, de faire face et peut-être d'aller mieux ou moins mal, et en tout cas un éloge de l'éveil et de la sensibilité à ce qui est beau. On a à la fois une ouverture de la connaissance, même par internet, on a accès, comme on l'a jamais eu, à la connaissance sous toutes ses formes. Et en fait, les gens sont de plus en plus déconnectés, on y va moins peut-être parce que je sais pas, c'est comme si on nous enfermait on nous crée des besoins qui s'éloignent des vraies valeurs, en fait. Des besoins mercantiles. Je sais que j'ai déjà dit à un petit élève qui me parlait de grosses voitures, déjà à 7 ans, et j'ai l'impression que c'est son idéal. Il n'y a rien de mal, mais j'ai dit, tu sais, n'oublie pas que tout ce qui est essentiel dans la vie, ce sont des choses qui ne s'achètent pas, parce qu'elles n'ont pas de prix. Je pense de revenir à des choses très simples et de pouvoir imaginer et créer sa vie, quoi qu'on fasse, en fait. Changer son regard aussi, même dans une même situation, au lieu de voir les choses d'une manière toujours très, très objective, un peu dans le jugement, d'ouvrir la conscience un peu, d'imaginer. On a beaucoup de choses autour de nous et on a beaucoup de facilités. Oui, exactement. On n'a pas l'habitude de faire des choses à zéro, de se poser des questions, même de sentir des choses. Exactement. Et finalement, on est parfois plus passif parce qu'on a tellement de sollicitations, tellement de possibilités que c'est presque trop. Il faut revenir à une sobriété, en fait, une simplicité. Une sobriété et une humilité esthétique et en même temps vertueuse. Écoutez, merci beaucoup pour cette invitation à revenir à l'essentiel. Alors, en sachant que l'essentiel commence par écouter le magnifique album que vous avez interprété, des Complete Works, je dis c'est en anglais, les Complete Works pour le rayonnement international probablement. Je l'appelle foncé. Complete Works for Violin and Piano, voilà, je vais essayer de le prononcer correctement, je ne sais pas si c'est le cas, des œuvres de Ravel.
Merci infiniment Elsa Greter, Merci beaucoup. c'était très intéressant. Et c'était un nouvel entretien Bloomtime réalisé avec et par Lucia Socias et François Mickey-Marty. Merci beaucoup, très bonne journée et bon émerveillement à toutes et à tous. Merci.